parfait. Donc, bienvenue, bonjour, bienvenue à toutes et à tous lors de cette conférence de presse exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce qu'elle réunit des gens qui normalement ne se rencontrent pas si souvent. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne savaient pas pourquoi nous sommes tous et toutes là, sachez que voilà, à partir du mois de février, nous avons commencé à être vraiment fâchés. On s'est rendu compte que les vaccins étaient là et qu'on n'arrivait pas à en produire assez. Et cette situation qui durait a fait que des personnes extrêmement différentes, des personnes donc qui viennent des sciences dures, du monde médical, des sciences humaines, des ONG, des syndicats. Donc toutes ces personnes ont commencé dans la presse nationale et locale à publier des pétitions pour que quelque chose puisse être fait. Et les auteurs de ces pétitions et de ces articles, je pense que le premier article d'ailleurs vient de Carlos Parada, de 4 février, ces personnes se sont réunies, on ne se connaissait pas avant, on s'est réunis pour faire quelque chose. Et c'est quelque chose, on le fait aujourd'hui, c'est la première étape. Donc nous allons commencer par Carlos Parada, donc psychiatre qui était le premier à lancer à publier une tribune au sujet de la libéralisation des vaccins. Ensuite, nous allons entendre Madame Cécile Duflot qui va représenter Oxfam et qui va représenter aussi la pétition européenne que nous vous invitons à signer. Nous allons ensuite entendre Richard Benarous, qui est un médecin qui était co-auteur avec Alfred Spira de la pétition qui a été publiée dans JDD il y a quelques semaines, qui réunissait des médecins et des scientifiques des sciences dures. Ensuite, c'est Françoise Ney qui va représenter la pétition Stop Brevet, donc c'est une pétition qui a été publiée dans l'Humanité et qui accueille toujours des signatures, qui réunit à la fois les syndicats, mais aussi des partis politiques, beaucoup des partis politiques. Ensuite, nous allons entendre Juliana Veras, qui vient des Médecins du Monde et qui représente aussi la coordination Sud, donc la plus grande coordination des ONG internationaux et en France. Et nous allons donc ensuite entendre Laurent Ziegelmeyer de la CGT Sanofi. Nous allons entendre quelque chose au sujet de ce qui se passe aujourd'hui du côté des Sanofi. Ensuite, c'est Lucas Chancel, l'économiste de Paris School of Economics, qui va nous dire quelque chose au sujet de ce qui se passe au niveau de l'Organisation mondiale du commerce qui délibère aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Et enfin, nous allons avoir notre invité absolument spécial du Brésil, Dr Antonio Neri Filo, qui est à la fois avec nous, mais dont je vais montrer un petit enregistrement. Très bien. Je disparais et j'invite donc Madame... non, j'invite Carlos à commencer cette conférence. Bonjour à tous. Je vais vous lire des extraits du texte qui nous a réunis, qui est l'appel de Paris. Pour défendre les biens communs, il faut libérer la production de vaccins. En 2020, une épidémie virale a gagné notre planète. Plus que jamais, la vie de tous les peuples est réunie en une seule humanité. Toute solution à cette menace pandémique nous interdit les égoïsmes et les privilèges. Un an après, les vaccins sont là. Nous savons les produire, mais ils ne sont toujours pas accessibles au plus grand nombre. Une plus large et plus rapide distribution de ces vaccins en France et dans le monde se trouve aujourd'hui empêchée. Les intérêts privés, les tractations opaques et l'inaction des gouvernants sont responsables de cette intolérable pénurie de vaccins. Cette privation est injuste pour les uns et dangereuse pour nous tous. Aux quelques entreprises pharmaceutiques, nous voulons dire que face au désastre mondial que nous traversons, rien, mais rien ne saurait justifier votre monopole, ni la spéculation financière sur notre santé. L'opportunisme, avide devant ces fléaux, est une insulte à notre humanité. La santé est un bien commun. Les droits de chacun et un devoir des gouvernants, un devoir. Mesdames et messieurs, dirigeants français et européens, depuis le début de cette crise, les citoyens ont concédé d'énormes sacrifices. Vous, pour votre part, vous avez alloué nos fonds publics
Vous avez pris des engagements solennels pour faire des vaccins un bien accessible à tous. Nous sommes venus ici pour vous dire que les comptes n'y est pas, absolument pas. Aujourd'hui, les vaccins existants manquent toujours. Pendant que la mort continue à gagner les continents, nos économies s'asphyxient et nos vies se voient rétrécies au minimum. Il faut que ça change. Nous sommes ici pour exiger l'accès libre à la production et l'équité dans la distribution de vaccins et tous les outils de lutte contre la COVID actuelle et à venir. Seul moyen de faire cesser la pénurie qui nous meurtrit. Devant l'urgence et l'étendue de cette pandémie, toutes les forces industrielles de la planète, publiques ou privées, doivent être mobilisées, voire même réquisitionnées, comme les demandent certains d'entre nous, pour procurer à l'humanité tous les moyens thérapeutiques dont elle a urgemment besoin. Il faut que ça change et ce changement est à notre portée. La situation mondiale est absolument exceptionnelle. Des solutions légales existent, mais elles ne sont pas appliquées. Pire encore, la France et les représentants de l'Union européenne ne cessent de s'y opposer. Les propositions de dons internationaux, tels le COVAX, ne sont, quant à eux, pas suffisantes. La charité des puissants ne saurait cacher la misère du monde. Nous appelons les citoyens, les jeunes, les organisations sociales, syndicales, politiques à accroître leur mobilisation pour faire de ces principes des biens communs de l'humanité une réalité concrète, afin d'en finir avec la pénurie de vaccins, avec les manques de moyens alloués à la santé publique, aux hôpitaux et à la recherche. Ensemble, nous pouvons faire de cette crise une occasion pour avancer vers un monde meilleur, un monde où nous n'accepterons plus si facilement de voir les intérêts privés et la logique économique empoisonner la terre, répandre la famine, ou enfin, comme aujourd'hui, nous barrer l'accès à la santé et à l'épanouissement de nous tous. C'est un résumé de l'appel de Paris. Merci à vous. Merci infiniment, Carlos. C'était vraiment très sympa de l'entendre de ta part. Madame Duflo, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je suis très heureuse que nous puissions ensemble lancer cet appel de Paris sur un sujet qui est un sujet absolument vital, au sens même littéral du terme, puisque cette pandémie est un risque et un risque face auquel la nécessité de solidarité est absolue. Oxfam a calculé que les pays riches vaccinent actuellement une personne toutes les secondes, alors que dans le même temps, 70 pays dans le monde n'ont eu accès à aucune dose. Donc on voit bien qu'il y a une inéquité très grande dans l'accès aux vaccins et qu'on sait pourtant, de nombreux scientifiques et même des dirigeants des laboratoires pharmaceutiques ont indiqué que si nous ne vaccinions pas l'ensemble de la population mondiale, l'apparition de variants pourrait rendre inopérants les vaccins qui existent aujourd'hui. Donc, à tout point de vue, cette situation-là nous semble absolument anormale. Et même chez nous, les efforts de vaccination sont limités par la pénurie de doses, qui est elle-même limitée par les lieux de production et par le fait que les entreprises sont propriétaires de leurs brevets et de leur choix de production. Donc, nous demandons de ne plus être otages de cette situation, et ce d'autant que 100 milliards de dollars à l'échelle du monde de fonds publics ont été mobilisés pour faire face à la pandémie, que les entreprises qui ont breveté ces vaccins et leurs actionnaires ont déjà fait fortune sur cette situation et qu'il est temps maintenant de lever vite les brevets de ces vaccins, de rendre la production beaucoup plus massive, de dire oui aux pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont demandé expressément à l'OMC que ces décisions soient prises. Et c'est toute l'ambition de notre combat d'ONG. Nous mettons nos pas dans tous ceux, et la diversité des personnes présentes ici le montre, qui partagent la même ambition.
Et c'est aussi le sens de l'initiative européenne à laquelle nous participons, qui s'appelle No Profit on Pandemic, qui aujourd'hui a récolté 100 000 signatures. Anna a mis le lien dans le chat. Et nous ambitionnons 1 million de signatures pour que cette question puisse être rendue, enfin, que la Commission européenne soit obligée de débattre de ce sujet. Mais d'ici là, il nous semble, et c'est le sens de cet appel de Paris, qu'une mobilisation citoyenne massive sur cette question, qui est une question éminemment démocratique, est nécessaire au moment dans le moment que nous traversons. Et je pourrais dire, en fait, ce serait aussi une leçon pour une prochaine pandémie. Les scientifiques sont très pessimistes sur le fait que ce soit la seule, l'unique et la dernière, et que nous devons changer le modèle de réponse à une pandémie. Alors bien sûr que les mots de l'inventeur du vaccin de la polio le montrent. On peut avoir aussi, et beaucoup de chercheurs et de scientifiques s'engagent dans la recherche pour sauver des vies, pas seulement pour faire du profit. Et c'est aussi notre volonté dans le cadre de cet appel de Paris. Merci, merci infiniment. Cher docteur Richard Benarous, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je représente ici les signataires de la pétition des médecins, des chercheurs, des soignants qui considèrent que la séquence du virus qui a été identifiée par la recherche publique, c'est l'élément essentiel qui permet les vaccins aujourd'hui. Cette séquence est un bien, est une ressource publique mondiale, accessible à tous. Donc, les vaccins qui en sont issus devraient également être considérés comme tels, c'est-à-dire une ressource, un bien public mondial. C'est pourquoi nous participons évidemment à l'appel de Paris à la convergence de toutes les initiatives, et c'est pourquoi nous appelons également à la signature massive de la pétition européenne dont Madame Duflot vient de parler. La pénurie, les médecins, les soignants la vivent en première ligne et ils savent le nombre de morts et le nombre de séjours en réanimation qui auraient pu être évités si on pouvait faire une vaccination massive. Les chercheurs, de leur côté, savent également que les éléments fondamentaux des vaccins sont issus de la recherche publique. Et c'est d'ailleurs reconnu par BioNTech et par Pfizer dans leur déclaration du 21 décembre 2020, quand ils ont eu l'autorisation de la Commission européenne. Ils déclarent que leur vaccin s'appuie sur, je cite, les travaux pionniers qui sont menés depuis 10 ans par de nombreux chercheurs dans le monde entier. Donc, ça n'est pas acceptable que ces connaissances publiques soient vraiment privatisées par les entreprises pharmaceutiques et que les gouvernements laissent faire. Vous avez dans le dossier de presse qu'on vous a remis un très bon exemple de cette privatisation dans l'analyse des brevets de Moderna. Et vous avez également dans cette analyse, vous allez trouver une prétention ahurissante de Moderna qui revendique la propriété des vaccins ARN sur tous les bêta-coronavirus, c'est-à-dire la famille des virus responsables de la pandémie actuelle, non seulement des bêta-coronavirus qui existent actuellement, mais également des futurs éventuels bêta-coronavirus qui pourraient être découverts dans l'avenir et qui pourraient être responsables de nouvelles pandémies, comme vous l'avez dit, Madame Duflot. Donc, c'est vraiment une prétention absolument exorbitante et malheureusement, et c'est ça qui est très grave, c'est que l'Office américain des brevets a accepté ces revendications et s'il n'y a pas d'opposition, eh ben, elles vont être force de loi pour l'ensemble du monde. C'est absolument pas normal du tout.
Dernière remarque que je voudrais faire, c'est que pour justifier disons, de leur inaction, les autorités prétendent que c'est très très difficile, c'est très compliqué de faire ces vaccins, et donc c'est la raison pour laquelle elles ne s'opposent pas à l'échange de brevets, etc. Ceci est complètement faux. Nous avons en France d'excellents chercheurs dans le centre de biophysique moléculaire d'Orléans du CNRS, pour ne pas les citer, Madame Pichon, Chantal Pichon et Patrick Midou, qui travaillent depuis une bonne dizaine d'années sur ces technologies et qui sont parmi les meilleurs experts au monde de ces technologies. Et dans une interview à la République du Centre, donc du côté d'Orléans, ces chercheurs déclarent qu'au niveau scientifique, et ils savent de quoi ils parlent, hein, au niveau scientifique, tout était déjà là, ce n'est pas nouveau, la technologie était là, il fallait juste beaucoup de moyens pour que les industriels les fabriquent. Donc, il n'y a en fait aucun obstacle technique à une diffusion large de ces technologies et à un échange large de ces licences. Et en fait, ce qu'il manquait, en fait, c'est la définition de l'antigène responsable, de l'antigène qui permettrait et qui a permis effectivement de neutraliser le virus. Cet antigène-là, par exemple, ça fait 30 ans qu'on le cherche pour le virus du sida et on ne l'a pas eu, on ne l'a pas trouvé. Et donc ça, c'était imprévisible que ça marche tout de suite pour le SARS-CoV-2 en question. Tant mieux, c'est parfait, c'est magnifique. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun obstacle technique aujourd'hui à ce qu'on diffuse très largement toutes ces technologies et que donc la production de vaccins soit massive à condition qu'on lève les barrières à cet échange-là. Merci Voilà. infiniment. Merci. Merci infiniment, Richard, pour cette contribution. Je vous rappelle, si vous permettez, qu'il y a ces documents que nous avons ouverts. Nous aimerions avoir vos coordonnées pour pouvoir vous informer de la suite de nos échanges. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les remplir. Maintenant, j'invite Françoise Ney de la pétition Stop Brevet pour en dire davantage. Oui, la France portera-t-elle la responsabilité de priver le monde de vaccins bien communs contre la Covid-19 à la réunion de l'Organisation mondiale du commerce le 11 mars? Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, déclare remercier l'Afrique du Sud et l'Inde pour leur proposition à l'Organisation mondiale du commerce afin que les pays renoncent aux brevets sur les produits médicaux jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19. Pourtant, depuis le 2 novembre 2020, le représentant de la France, Emmanuel Macron à l'OMC, repousse cette demande légitime. Dénonce notre appel pétition brevet sur les vaccins anti-Covid Stop réquisition, lancé par plus de 48 organisations associatives et syndicales et une centaine de personnalités, signé par 6 000 personnes à ce jour et recueillant actuellement des soutiens politiques. Les brevets sont aujourd'hui un frein absolu à la diffusion partout dans le monde de ces biens communs que devraient être les vaccins sûrs, efficaces et bien testés qui garantissent l'effectivité du droit fondamental à la santé. Les recherches vaccinales ont été financées par de l'argent public, comme les 1,5 milliard d'euros de fonds européens versés pour les préachats. Les usines ont souvent été payées par les États. Je pense par exemple aux centaines de millions de livres du gouvernement anglais donnés à AstraZeneca pour mettre à niveau une ancienne usine de production et en fabriquer une nouvelle. En clair, c'est notre santé dont il s'agit et c'est notre argent qui a permis de faire les vaccins, la recherche, la production. Ce sont donc nos vaccins, pas leurs brevets. Ces brevets sont pour nous synonymes de pénurie, de prix surélevés, d'un véritable apartheid vaccinal, mais aussi d'opacité et de secret commercial qui favorise le scepticisme vaccinal au-delà des interrogations citoyennes légitimes sur la balance bénéfice-risque des différents vaccins et traitements. En clair, la logique des brevets, comme le dit l'appel, prive les plus démunis et les pays les plus pauvres de vaccins au risque de la poursuite de l'épidémie et de l'émergence de variants encore plus agressifs, alors que nous sommes tous dans le même vaisseau sanitaire qui s'appelle la Terre.
Les brevets sont bons pour la santé des actionnaires, mais mauvais pour la santé publique mondiale face à l'urgence sanitaire de cet événement historique qu'est la pandémie à Covid-19. Face au scandale de Sanofi qui fabrique des dividendes pour ses actionnaires, 3,8 milliards l'an passé, mais qui ne fait plus de recherche, donc ne fabrique pas de vaccins, nous faisons partie de ceux qui exigent la réquisition des entreprises de l'industrie pharmaceutique pour augmenter massivement la production de vaccins, bien commun de l'humanité. Opacité sur les financements publics de la recherche, opacité sur les contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques par l'Union européenne pour les vaccins contre la Covid-19, opacité sur les raisons du manque de vaccins, opacité sur les discussions menées au sein du Conseil de défense sanitaire. L'absence de transparence est générale, elle suscite incompréhension et perte de confiance de la population. L'intervention citoyenne est essentielle pour inverser cet état de fait, essentielle pour peser sur les politiques et sortir de la pandémie. La concertation est nécessaire avec les citoyennes et citoyens sur tous les problèmes liés à l'épidémie, dont la politique vaccinale. Nous appelons les citoyennes et citoyens à se mobiliser le 11 mars et le 7 avril, journée mondiale de la santé, au travers d'initiatives un peu partout en France et au-delà, pour obtenir la suspension de l'application des brevets sur les vaccins anti-Covid-19, pour que les vaccins autorisés deviennent des biens communs mondiaux accessibles à l'ensemble des populations du monde et que les moyens de production soient réquisitionnés pour permettre cela. Merci beaucoup Françoise et merci pour ces rappels effectivement de la date exceptionnelle aujourd'hui. Donc on célèbre tristement le premier anniversaire de l'annonce de la pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Et évidemment, cette date coïncide de façon assez vicieuse avec cette immense rencontre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc j'invite vivement Juliana Veras de Médecins du Monde pour la suite des aventures. Merci beaucoup Anna. Donc aujourd'hui, je représente la Coordination Sud et bonjour à tous et bonjour à toutes également. Donc Coordination Sud est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. Depuis plus de 25 ans, les 170 ONG françaises qui font partie de notre collectif mènent des actions humanitaires d'urgence, d'aide au développement, de protection de l'environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées, ainsi que des actions d'éducation à la citoyenneté et de plaidoyer. Donc, les ONG sont en première ligne pour observer ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et concrètement, depuis le début de la pandémie, nous déplorons avec grande inquiétude les écarts d'accès aux technologies de santé nécessaires à la réponse Covid-19. Les soignants, les scientifiques et les communautés des pays à faible et moyen revenu d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient résistent. Cependant, les systèmes de santé des régions les plus démunies en ressources, déjà très fragilisées, sont écrasés et mis à rude épreuve par ce virus. Le grand enjeu que nous confrontons aujourd'hui est l'atteinte des plus vulnérables. Il faudra donc aider les États les plus fragiles où nous intervenons. Et cette pandémie a révélé la complexité d'une santé mondiale qui n'oublierait personne, car nous ne pouvons voir sa fin que si la réponse est globale et que personne n'est oublié. La réponse à la pandémie demeure donc à deux vitesses, à l'image du système de vaccination mondial qui s'opère aujourd'hui. Il y a donc un besoin urgent de stimuler la production locale dans différentes géographies, production de vaccins certes, mais plus encore la diversification de la production locale des technologies de santé pour que tous les continents et pays puissent eux-mêmes se coordonner et se donner souverainement les moyens d'accéder aux vaccins et technologies de santé nécessaires pour faire face à cette pandémie. C'est une question urgente et éthique. Donc, à court et moyen terme, nous devons nous préparer à faire face aux impacts socio-économiques additionnels que cette crise est en train de poser et aux inégalités qu'elle creuse. C'est pourquoi donc Coordination Sud rejoint l'appel de Paris pour donner voix aux revendications des pays du Sud. Et à ce titre, nous rejoignons également l'initiative citoyenne européenne pour que les citoyens et citoyennes portent, eux et elles aussi, leur voix pour contraindre les États à empêcher la constitution de monopoles dans le développement et la production des diagnostics, traitements et vaccins nécessaires à la réponse de la Covid-19 et se donnent les moyens d'avoir recours à la licence d'office au service de leur population pour forcer le partage des technologies de santé. Les États, les détenteurs de technologies et les chercheurs doivent se concerter d'urgence pour organiser des plateformes de partage public pour la mise en commun des résultats de la recherche et développement, des données, du savoir-faire et de la propriété intellectuelle afin d'accélérer l'accès aux technologies associées à la Covid-19 en vue de limiter les pénuries, la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement
et par cela permettre le renforcement des systèmes de santé du monde. Nous attendons des actes, des décisions et pas des discours. Merci Anna, et merci à tous et à toutes. Merci infiniment, Juliana. C'était vraiment très clair et très convaincant. J'invite donc vivement Laurent Ziegelmeier de la CGT Sanofi qui est aujourd'hui, en ce moment même, devant Bercy. Cher Laurent, c'est à toi. Merci Anna, bonjour à toutes et tous. Effectivement, mes collègues sont devant Bercy aujourd'hui et moi je suis avec vous parce que c'est aussi important pour nous. Pour commencer, pour cadrer mon intervention, une question. S'il n'y avait pas eu cet énorme apport d'argent public et si la Covid-19 n'avait touché que les pays pauvres, bien évoqué par Juliana précédemment, est-ce que les labos se seraient vraiment précipités pour trouver un vaccin ? Pour la CGT Sanofi, ce n'est pas un combat d'opportunité pour je ne sais quelle autre raison ou quel autre combat. Ça fait longtemps que des syndicalistes, et en particulier de notre organisation, s'intéressent à cette question dans notre entreprise. 2 exemples rapides, dans les années 80 et 90, nous étions en opposition avec notre direction qui ne voulait pas à l'époque sortir un traitement contre la bilharziose qui s'appelait l'oltipraz. Il y a 20 ans, avec notre spécificité, nous étions des mobilisations pour l'accès au traitement contre le sida. Certains, à l'époque, écrivaient « les brevets au nord, les malades au sud ». Nous y rajoutions de manière peut-être un peu cruelle « ils licencient au nord et laissent mourir au sud ». Nous représentons des salariés qui, dans leur immense majorité, ne sont pas en phase avec les orientations des patrons de l'industrie pharmaceutique. Prenons Sanofi, c'est un peu l'alignement des planètes, enfin le mauvais alignement des planètes. Plusieurs centaines de postes de chercheurs supprimés, 12 milliards de bénéfices sur 2020 et pas de vaccin. 12 milliards, pour moi, dans ma vie de tous les jours, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais si on prend sur la même période les dons au Téléthon, c'est-à-dire les dons au Téléthon en 2020, c'est 200 fois plus, comme s'il fallait 2 siècles de dons pour une année de profit de ce groupe. Tout cela, et ça a déjà été évoqué, mais avec de l'argent public. 1,5 milliard de crédit d'impôt recherche en 10 ans, c'est plusieurs dizaines d'années de fonctionnement, par exemple, du site de recherche d'Alfortville qui a fermé en décembre. Ces salariés se lèvent tous les matins pour chercher, développer et produire traitements et vaccins utiles à tous, sans avoir les yeux rivés en permanence sur le cours de l'action. Ces salariés ont été aussi, surtout en production, des premiers de corvée il y a 1 an. En effet, on peut arrêter de produire pendant quelques semaines des Playmobil, mais pas tel anticancéreux ni un vaccin contre la rougeole, car les autres maladies, elles, n'étaient pas confinées. Cela démontre bien que médicaments et vaccins ne sont pas des produits comme les autres, mais des biens communs essentiels à l'humanité. C'est pour cela que nous sommes favorables à la levée des brevets. Et au-delà de celle-ci, nous posons clairement la question de la mise à disposition de l'outil de production. Nous avons d'ailleurs, dès l'annonce par Sanofi de son retard sur le vaccin, interpellé au plus haut niveau la direction du groupe pour que nos usines soient utilisées pour fabriquer d'autres vaccins. Au regard de tout ça, c'est tout naturellement que nous sommes signataires de l'initiative citoyenne européenne évoquée par Cécile Duflot, mais aussi de la pétition Stop Brevet. C'est aussi pour tout cela que nous nous retrouvons dans ce rassemblement autour de l'appel de Paris dans toute sa diversité. C'est cette diversité qui en fait sa richesse et sa force, un appel pour mobiliser, car la mobilisation citoyenne est plus que jamais nécessaire, indispensable. Nous sommes face à des choix de société qui ne pourront se faire sans l'implication du plus grand nombre. Il faut non seulement changer les règles du jeu, mais aussi changer ce qui les fixe. Aujourd'hui, y compris dans l'Europe, c'est l'industrie pharmaceutique qui décide de vendre ici ou là, qui décide de produire où elle veut, avec toutes les pénuries et ruptures de stock que l'on connaît. Je renvoie à un article sorti il y a 1 ou 2 jours dans un quotidien sur le 2e marché parallèle des ventes de vaccins sur le continent. C'est l'industrie qui nous assure que pour certains traitements ou vaccins, elle vendra à prix coûtant, comme le dit AstraZeneca, mais qui vérifie comment. Il est temps donc que ce ne soit plus Big Pharma qui décide, mais bien la puissance publique dans l'intérêt des populations au nord et au sud. Je vous remercie. Merci infiniment, Laurent, pour ce message très clair et plein d'espoir quant à la possibilité de faire certaines choses. Nous arrivons vers la fin, nous avons encore 2 interventions. Donc j'invite Lucas Chancel, qui est économiste, à exposer des enjeux économiques donc, au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Cher Lucas, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme il a déjà été dit, ce refus européen, américain, ce refus des pays riches de lever les droits de propriété sur les vaccins, c'est d'abord une faute morale. On en a parlé, on crée des inégalités d'accès à la santé, on crée des inégalités en lien avec le droit de vivre, tout simplement, qui sont aujourd'hui totalement inacceptables. C'est aussi une faute et un non-sens du point de vue de la stratégie sanitaire et de réponse à la crise
en raison de la possibilité du développement de nouveaux variants. On en a également parlé. Moi, je voudrais revenir sur un troisième point, une troisième faute, un troisième non-sens, une troisième incompréhension totale, il me semble, d'où sont nos intérêts à nous, Européens ou même Américains, nos intérêts économiques ou géostratégiques. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une demande de vaccination qui est plus forte que la capacité de production. Et donc, dans ce cas, il est totalement censé, d'un point de vue purement économique et d'efficacité de cette production, d'élargir au maximum les options de production possibles. Et c'est là que cette idée qu'il faudrait que uniquement les laboratoires qui ont aujourd'hui ces droits de propriété soient responsables, puissent dicter qui peut produire ou qui ne peut pas produire les vaccins n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faut massifier, il faut accélérer cette production, il faut utiliser toutes les ressources disponibles, et il y en a beaucoup, contrairement à ce que pensent les pays riches, il y en a beaucoup dans les pays émergents, en Inde, mais aussi en Afrique du Sud, ainsi que dans d'autres pays émergents, contrairement à cette idée que certains pourraient avoir en Europe ou aux États-Unis, que le reste du monde n'a aucune ressource disponible, n'a aucun ingénieur, n'a aucune équipe en ingénierie médicale. Donc ici, il y a vraiment une incompréhension d'où sont nos propres intérêts. Et juste pour revenir un peu sur cette séquence de négociations à l'OMC, donc en octobre, l'Afrique du Sud et l'Inde font cette demande de lever les droits de propriété sur les vaccins. Pourquoi est-ce qu'ils la font, cette demande? Ils la font parce que les pays émergents ont bien connu cette situation extrêmement compliquée sur la question des droits de propriété liés aux vaccins ou liés au matériel médical ou au traitement dans le cadre du sida, où on ne peut pas être dans une logique où sur chaque type de matériel ou sur chaque type de traitement, il va falloir qu'il y ait une nouvelle négociation où les pays demandeurs de la levée des droits de propriété vont être soumis à des aléas juridiques, à des risques très importants s'ils venaient à l'idée d'un pays riche sous pression d'un laboratoire de dire mais en fait non, là finalement sur ce matériel médical-là ou sur ce vaccin-là, sur ce type de traitement-là, en fait on n'est pas d'accord avec les conditions de diffusion de ce type de matériel. Et c'est précisément pour ça que les pays émergents disent on va lever de manière transparente dans une discussion globale à l'OMC tous les droits de propriété sur le matériel et les vaccins liés au Covid. Et les pays riches, quand ils disent « non, mais en fait, on a déjà le cadre juridique qui nous permet de faire ça », c'est vraiment de l'enfumage total. C'est l'enfumage total parce qu'on a bien vu dans le cas de la discussion sur le sida qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, il y a eu beaucoup de temps qui a été perdu à cause de réponses exactement comme celles que les pays riches sont en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est vraiment là qu'il faut lever cet enfumage. Il faut mettre les pays riches face à leurs contradictions. Il y a quelques semaines, tous les dirigeants européens signaient un texte, une tribune dans Le Monde qui disait « Alors, nous, on pense que le vaccin, c'est un bien public mondial et on fait tout pour accélérer à la diffusion du vaccin à tous les pays du monde. » Dans les faits, c'est exactement l'inverse qui est fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? La raison, en fait, on a très peu de moyens de répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça autrement que, finalement, nos intérêts, nos positions de négociation seraient en fait dictées par les actionnaires des labos. Et c'est difficile de voir d'autres raisons que celle-ci aujourd'hui. Parce que vraiment, du point de vue éthique, du point de vue de la stratégie de réponse à la pandémie, du point de vue économique, mais aussi d'un point de vue géostratégique, dans le sens où l'Europe ne peut pas laisser à la Chine, qui a un vaccin, qui aujourd'hui a rejoint l'équipe des pays qui demandent cette levée des droits de propriété, l'Europe ne peut pas laisser au reste du monde cette idée qu'en fait, on devrait lever les droits de propriété sur les vaccins. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on met les intérêts des actionnaires, les petits intérêts des actionnaires des grands labos, devant nos intérêts à nous, Européens, et devant notre intérêt à nous, humanité. Et du coup, par conséquent, aujourd'hui, il est encore temps, il n'est pas trop tard, mais il est déjà très tard, il est encore temps de changer de position,
Les négociateurs européens n'ont pas changé de position au cours du dernier round de négociations qui avait lieu hier, qui a lieu en ce moment à l'OMC. Alors, et ici, il faut peut-être encore une fois rappeler, comme il a été dit, les vaccins ont été largement développés sur la base d'argent public au cours des dernières décennies, mais ils ont aussi bénéficié d'investissements, ces investissements rapides qu'il y a eu depuis un an. Et bien dans le cadre de Moderna, on en parlait tout à l'heure, mais Moderna est quand même cette firme qui a bénéficié de quasiment 100% des apports d'investissements supplémentaires qu'il a fallu. C'est des investissements qui viennent de la puissance publique. Et c'est 3/4 d'investissement public dans le cas de Novavax qui va arriver sur le marché. Et donc là, il y a vraiment un problème dans notre ordre des priorités. Et je vais terminer sur un dernier point, c'est que cette demande des pays émergents, c'est aussi une demande pour arrêter le secret des affaires sur la question des vaccins. C'est-à-dire que tous les deals seront transparents, et notamment les prix de vente, les prix d'achat. Et on a vu en Europe qu'il y a eu cette discussion où l'opinion publique européenne ne comprenait pas pourquoi la Commission négociait à travers des portes closes et on ne savait pas ce qui se passait. Eh bien, cette demande permettra, en plus de tous les autres bénéfices en termes de santé, du point de vue éthique, du point de vue économique, du point de vue de la sous-utilisation des capacités de production, il y aura aussi plus de transparence sur comment sont faits ces accords aujourd'hui entre la Commission, entre les labos. Bref, il n'y a que des bonnes raisons pour lever ces droits de propriété aujourd'hui. Merci infiniment, Lucas, pour ça. Donc, d'une part, vraiment, vous avez mis en évidence quelque chose qui est essentiel, à savoir cette histoire de SIDA qui est derrière, donc l'histoire du SIDA qui nous poursuit. Et nous sommes vraiment très heureux que SIDAction se joint à notre demande. Et aussi cette histoire de la transparence qui fait partie des très grandes raisons de l'hésitation vaccinale actuelle. Donc, c'est effectivement une situation qui ne peut pas durer. Très bien. J'espère que vous voyez mon écran. Et notre dernier intervenant est virtuel. La vie sur la planète est très menacée. Comment expliquer aux gens que nous n'avons pas de vaccins, que le Brésil, qui a conditions techniques de produire les vaccins, ne le fait pas? Il faut produire des vaccins sur place. Il faut que les droits légaux aux productions de vaccins soient flexibilisées. Il faut que les États, les villes puissent acheter à un prix raisonnable des vaccins. Il faut vacciner tout le monde. Il faut que l'Afrique, le Brésil, le Pérou, l'Europe aient des vaccins. Je ne peux pas comprendre que 5 laboratoires soient propriétaires des vaccins. Ils ne pourront pas produire des vaccins suffisants. Et pour cela, il faut que chaque pays ait le droit de produire leurs propres vaccins. Il faut que le Brésil puisse produire leurs propres vaccins pour qu'on puisse sauver des gens, sauver la vie de tout le monde, des riches et des moins riches. Merci infiniment, merci beaucoup pour votre attention et pour votre patience. Chers invités à cette conférence, c'est à vous. Nous attendons vos remarques et vos questions, soit sur le chat, soit tout simplement démutez-vous et parlez. Je vous rappelle effectivement que toutes les informations concernant la conférence des presses d'aujourd'hui se trouvent sous le lien que vous voyez ici. Et c'est moi qui ai envoyé quelques phrases sur le chat. Et je voudrais revenir là-dessus. Depuis que les Big Pharma explosent, ils sont quand même une puissance non seulement économique, mais politique. On n'avance pas dans l'accès aux médicaments, l'accès aux soins pour tous. Au contraire, c'est toujours la bagarre. Et on l'a vécu pour le sida, ça a quand même été extrêmement violent.
des pays qui mouraient et qui passaient en jugement contre les 40 big pharma de l'époque qui n'en avaient rien à faire que les gens meurent. Donc, moi, ce que je voulais rappeler, c'est que lever les licences, ça peut être utile à un moment donné, mais c'est toujours passager et c'est toujours à refaire. Et c'est pour ça que je crois, alors sans du tout nier l'intérêt de ce qui se passe aujourd'hui, je fais partie de groupes médicaments bien communs et d'initiatives Capital Exit qui ont signé ces pétitions, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on aille aller plus loin parce que je crois que vraiment, au-delà de la peur, au-delà de la colère, il y a vraiment une envie, un besoin des peuples du monde, que ce soit vraiment autrement, mais autrement tout le temps. Et donc, tout le monde a rappelé tout l'argent que nous avons donné, parce que l'argent public, il ne faut pas oublier, c'est nous qui finançons. Tout cet argent public qui va directement dans la financiarisation de l'industrie pharmaceutique, il faut que ça s'arrête. Et pour l'arrêter, il faut arrêter les brevets. Il faut arrêter les brevets sur les vaccins Covid, sur tous les vaccins, sur tous les médicaments. Il n'y a que comme cela que les peuples seront libres de pouvoir mettre en place des unités de fabrication, de fabriquer et de distribuer les médicaments. Voilà, je voulais rappeler ça parce que c'est vraiment, je crois, alors, malgré toute l'énergie qui est dépensée pour lever les brevets sur les vaccins Covid, ça ne sera pas suffisant. On aura d'autres pandémies. Et des gens meurent d'autres maladies depuis trop longtemps. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai plusieurs personnes qui ont envie de prendre la parole, donc pardonnez-moi, je vais le faire en ordre qui m'a été suggéré par des messages privés et par les mains levées. Donc, Madame Duflo voulait dire quelque chose. Chère Cécile, c'est à vous. Oui, je vais être assez rapide. Je pense que le débat général sur les brevets, c'est un débat intéressant. Là, notre initiative est centrée sur un enjeu qui est un enjeu immédiat sur cette pandémie en ce moment et sur ces brevets, parce que la question de qui finance le développement et la recherche est une question qui est une question large, hein, mais qui... L'appel de Paris s'est vraiment centré sur ce moment d'urgence particulier. Et je voudrais faire une petite incise, puisqu'on a vu dans Le Monde il y a quelques jours, le ministre de la Santé français s'exprimer en disant « Vous verrez qu'un jour, on dira que j'ai commandé trop de vaccins ». Alors, au-delà de l'ironie, dans un moment où on est encore en manque et où on voit que la stratégie vaccinale piétine, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que l'Union européenne a commandé 2 fois les doses nécessaires à vacciner l'ensemble de sa population. Le Canada, 5 fois. Et c'est absolument illogique, anormal, parce que la réalité, la nécessité, on l'a dit, c'est de vacciner le plus possible et le plus vite possible la population partout dans le monde. Une des hypothèses de cette façon de voir les choses, c'est d'imaginer qu'on aura des frigos au nord plein de vaccins qui seront devenus inopérants parce que le virus aura muté. Donc, l'urgence de cette décision, elle est vraiment très grande. Et je veux faire écho ici, puisque Oxfam est présent en Inde, est présent au Brésil, est présent en Afrique du Sud. Et nos collègues, ça a été dit sur le rôle du représentant de la France et de la parole de la voix de l'Union européenne au sein de l'OMC, attendent de nous que nous fassions pression sur nos propres dirigeants pour que leur position change. L'Inde et l'Afrique du Sud ont formulé cette demande de produire chez eux et ils peuvent le faire. C'est évidemment aussi possible au Brésil. L'UNICEF a estimé que nous étions aujourd'hui à seulement 43% des capacités de production mobilisées pour produire du vaccin. Donc, il y a une marge de progression importante et on a cette responsabilité. Donc, il faut que ce débat rentre dans le débat démocratique général parce qu'on touche à l'avenir de notre santé collective, à l'issue de cette pandémie. Et il faut que ce soit un débat démocratique. Ce n'est pas un débat économique, ce n'est pas un débat de quelques spécialistes, c'est un débat qui concerne absolument l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Merci infiniment pour cette intervention. Lise Lévesque, dites. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ça va? Tout à fait. Parfait. Je suis journaliste à l'APM, l'agence de presse médicale.
J'ai juste une petite question sur un argument aussi qu'on entend assez souvent, qui est celui de dire qu'en fait les brevets ne sont pas tellement le problème pour l'instant et que ce qui bloque la production, c'est plutôt une pénurie sur les matières premières et une rareté en fait des ingrédients. Donc je voudrais avoir éventuellement votre position là-dessus et votre retour. Et sur la levée des brevets que vous demandez, est-ce que ça serait une levée temporaire, c'est-à-dire pour répondre à l'urgence qui est la nôtre en ce moment, avec éventuellement un retour des brevets dans les années à venir, parce que certains disent aussi que voilà, le vaccin contre le Covid va être nécessaire tous les ans pendant encore un moment, ou est-ce que cette levée, elle serait permanente, c'est-à-dire que voilà, il n'y aurait plus du tout de droit de propriété intellectuelle sur ces produits-là, et que ça ne serait pas uniquement pour répondre à l'urgence actuelle. Merci pour cette question. Je pense que Cécile Fleur a en partie répondu qu'il s'agit dans les contextes de l'appel de Paris de la levée temporaire, je pense. En revanche, nous avons des revendications toutes et tous très différentes. Et justement, je vais donner la parole à Franck qui a levé sa main, qui fait partie des co-signataires de l'appel à Paris, et ses revendications sont assez spécifiques. Cher Franck. Bonjour, merci. Donc, nous avons un contre-feu de l'industrie pharmaceutique qui aujourd'hui, mais en fait, vous êtes ringard, les brevets, ce n'est pas le problème. C'est le problème, il nous manque des flacons, il nous manque des adjuvants, il nous manque du lipide. C'est un scandale absolu. Ils nous font le coup à chaque fois. Ils ont fait le coup sur le VIH, ils n'ont pas osé faire le coup sur les vaccins contre Ebola, parce que je vous rappelle que sur les vaccins contre Ebola, ils avaient décidé de ne pas fabriquer le vaccin. Sur la BBC, en novembre 2014, le professeur Rick Lebalou, chef du programme recherche GSK, en lien avec l'OMS, avait décidé, nous avons une rencontre avec l'OMS, nous avons convenu qu'il n'était pas utile de développer le vaccin Ebola. Et Marie-Paul Kelly, sous-directrice générale de l'OMS, donnait la raison, une maladie typique de pauvres dans les pays pauvres pour lesquels il n'y a pas de marché. Or, aujourd'hui, c'est clair, ce qui limite la production, ce sont les brevets, ce ne sont pas le manque de flacons. Et même si c'était le cas, notre propre exigence de réquisition, c'est-à-dire de décider d'allouer les besoins en fonction de cette exigence à la fois morale et sanitaire, à savoir la nécessité de vacciner partout tout le monde, elle est impérative. Il s'agit d'un mensonge de l'industrie pharmaceutique et notre réponse, ça ne peut pas être seulement la question des licences d'office, même si aujourd'hui ce scandale, c'est qu'en notre nom, le gouvernement va peut-être dire qu'il refuse ce petit pas qui consiste à des licences. Mais les licences obligatoires, ça peut durer 1 an. Il y a des conditions de prix, il y a des conditions d'exclusivité. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas produire pour un autre marché que ceci. Vous ne pourrez pas donner les formules parce qu'au-delà même du droit de fabriquer, il y a des savoir-faire qui sont difficiles. Donc, aujourd'hui, fournir des vaccins à toute l'humanité, c'est mettre ces brevets en licence commune, c'est mettre ces brevets en suspension temporaire. Et c'est exactement ce que nous voulons dire aujourd'hui contre les mensonges classiques et habituels de l'industrie pharmaceutique. Ne les croyez pas jamais. Ils ont osé mettre l'Inde et l'Afrique du Sud en 2001 en procès parce qu'ils voulaient fabriquer des génériques à bas coût et qu'ils montraient que fabriquer l'AZT, ça pouvait revenir 100 fois moins cher que le prix qu'ils leur vendaient. Merci. Merci beaucoup, Franck. Laurent, c'est à toi. Oui, pour compléter ce que vient de dire brillamment Franck, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qui fixe les règles du jeu et quelles sont les règles du jeu. En fait, la problématique n'est pas tant de savoir si on manque de tel ou tel ingrédient ou tel flacon, même si les questions peuvent se poser à un moment, mais c'est avec quel empressement l'industrie pharmaceutique veut bien, dans sa grande bonté, accepter, par exemple, de fabriquer des vaccins pour d'autres. Si je prends l'exemple de Sanofi et le cas de la fabrication des vaccins Pfizer à venir et des vaccins Janssen à venir, mais c'est juste pas possible de travailler comme ça et de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est selon leur bon vouloir et selon leurs règles qu'ils décident qu'à la fin de l'année, peut-être, on fera quelques doses dans notre usine allemande des vaccins Pfizer et que peut-être on fera l'été prochain quelques doses du vaccin Janssen. La vraie question, c'est de changer le paradigme et de fixer les règles autrement. Et donc, effectivement, de lever les brevets et de permettre à ce qu'on ait des outils de production qui les fabriquent. Au sud, il y a effectivement un certain nombre
de fabricants, et on l'avait vu il y a une vingtaine d'années sur les antirétroviraux qui sont disponibles et disposés à le faire. Et ce n'est pas uniquement des problèmes de transition technique. Au nord, on a une autre difficulté, c'est que le gros de l'outil de production est entre les mains principalement des big pharma. Et donc, inévitablement, ça suppose un certain nombre de prises de décision législatives, juridiques, en fait, de règles du jeu, pour savoir qui fabrique, quand, comment et pour qui, surtout. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Sylvie Larue, co-signataire, co-auteur de l'appel Stop Brevet Acquisition. Merci Anna. Par rapport à la question posée par la journaliste de la presse médicale, moi je pose la question de manière très simple. C'est est-ce qu'on finance la recherche ou est-ce qu'on finance les profits des actionnaires? Aujourd'hui, les brevets, c'est un outil pour permettre les profits des actionnaires. Donc, est-ce qu'on lève cette règle du jeu, comme dit Laurent, ou est-ce qu'on ne la lève pas? Et on la lève pour l'urgence, mais pour le monde d'après. C'est-à-dire que dans l'urgence, on prépare le monde d'après. Et si on ne le fait pas, on ne va pas y arriver. Et si on ne pose pas la question de cette manière-là, on ne va pas réussir à régler les choses dans l'urgence. Et on ne va pas se donner les moyens pour faire le monde d'après. Donc, bien évidemment qu'il faut poser la question des investissements et de la façon dont on investit pour la recherche. Et donc, pour faire face à cette pandémie. Moi, je voulais rajouter une idée. Il y a des médecins qui, aujourd'hui, sont très en colère parce que on ne leur permet pas d'utiliser la 7e dose des flacons de Pfizer.